La bibliothèque orientale est née quasiment avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, donc en 1875 et même avant. Et avec l'installation à Beyrouth en 1875 de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et de la mise en place réellement de l'université, la bibliothèque orientale va suivre. المكتبة الشرقية في جامعة قديس يوسف بتشكل صرح حضاري وثقافي في المجتمع اللبناني والعربي. صرح حضاري بمعنى أن بالمجموعات الموجودة ضمن المكتبة الشرقية اللي أنشئت على مدى أجيال عديدة شكلت مخزون لكل المعلومات بتتعلق بالمنطقة الشرقية وبلبنان وبالعالم الشرق أوسطي. Je pense que c'est une belle mémoire, la bibliothèque. C'est une mémoire des personnes qui ont travaillé, c'est une mémoire aussi de documents, de documentation qui sont là. C'est une histoire aussi. C'est pourquoi on dit que c'est une bibliothèque patrimoniale. Et ce qui est, disons, de l'ordre du patrimoine n'a pas de valeur. La bibliothèque orientale a aussi une dimension qui dépasse largement l'Université Saint-Joseph. De par son fond unique de sources arabes, chrétiennes et musulmanes, elle reflète le pluralisme traditionnel de ce Moyen-Orient qui tend à se fracturer de plus en plus et où les replis identitaires et communautaires se multiplient et se répandent. Elle est donc nécessaire ici et maintenant, au cœur de Beyrouth, comme témoin d'une histoire commune qui s'inscrit dans le savoir et la raison. Pour les historiens aujourd'hui libanais, la bibliothèque orientale est considérée comme un pilier de la culture au Liban, essentiellement avec les collections qu'elle possède, surtout les fonds photographiques et les manuscrits que la bibliothèque possède. Elle n'est pas seulement un lieu fondateur de l'Université Saint-Joseph, ni un lieu fondateur de la mission jésuite au Proche-Orient, mais elle est aujourd'hui carrément devenue un des musées de la culture orientale catholique libanaise. Je crois d'abord que c'est un lieu où l'on peut trouver ce que l'on ne cherche pas et où on peut faire des découvertes multiples. C'est un lieu d'accueil aussi, où les gens se rencontrent. C'est un lieu qui touche de très près l'histoire du Liban et l'histoire du Proche-Orient. La bibliothèque orientale est un lieu fondamental au Proche-Orient, un lieu qui s'est constitué à la fin du 19e et un lieu de savoir sur l'ensemble de la région. Et donc travailler à la bibliothèque orientale, c'est travailler dans un de ces lieux qui rayonnent bien au-delà des murs de la bibliothèque. Il est important de noter que la vocation première des jésuites à Razir n'était pas de répandre la science et les connaissances scientifiques. Essentiellement, il était question de fonder une école et d'évangéliser. C'est avec le père Bourquenot que les choses prennent une tournure un peu différente lorsque il va créer un fonds de près de 5000 ouvrages, on va dire. Et c'est là où on considère qu'il est le fondateur de la bibliothèque. Ce Suisse, il est de Fribourg et il meurt à 44 ans. Donc vous imaginez qu'autour de 40 ans, il était déjà directeur. Il parlait 9 langues. Donc c'est impressionnant de voir comment le père Bourquenot va lui-même lancer l'idée de cette grande bibliothèque que le père Luis Cheikho reprendra ensuite lors du déménagement de Razir vers Beyrouth. On peut dire que le véritable fondateur de la bibliothèque orientale, c'est le père Louis Cheikho, un homme de la Narda, qu'on avait surnommé le sultan de la langue arabe, et qui a rassemblé le premier fonds de manuscrits au sein de la bibliothèque. Il est mort en 1927, et à sa mort, on estime qu'il y avait à peu près 3000 manuscrits dans le fond de la bibliothèque qui allait devenir la bibliothèque orientale. Louis Cheikho lui-même, c'est quelqu'un qui est venu à Beyrouth, qui a fait ses études au collège secondaire en 1875. Il a terminé ses études et puis il est entré dans la Compagnie de Jésus. Et
Étant entré dans la Compagnie de Jésus, il a trouvé qu'il avait une vocation justement, disons, de découverte et d'édition des textes arabes, des textes manuscrits. Donc il a commencé à sillonner lui-même aussi le Proche-Orient et jusqu'à l'Espagne, jusqu'à l'Italie, pour ramasser, collectionner des manuscrits. Et c'est à ce moment-là qu'on va considérer qu'il est l'animateur en fait de cette bibliothèque-là, parce qu'il va non seulement enrichir les fonds, mais il va surtout créer des activités autour de ces fonds. Alors, le Père Cheikho a été aussi, disons, connu pour son amour de la langue arabe. C'était un perfectionniste. Il a publié un compendium de beaux textes de la littérature arabe en 7 volumes et qu'on appelle Majani al-Adab في 7 مجلدات لأنه كان يعني معروف بأنه هو من رجالات النهضة ونهضة اللغة العربية أمام اللغة التركية. La Bibliothèque orientale et plus globalement la Compagnie de Jésus, avec sa nouvelle mission de Syrie à partir des années 1830, ont joué un rôle fondamental dans la Nahda, la renaissance de la langue et de la culture arabe. L'imprimerie catholique en particulier a joué un très grand rôle, mais aussi ce qu'on appelait la société orientale, qui était une société scientifique qui voulait justement moderniser en quelque sorte et apporter le savoir moderne au monde arabe et le décliner en arabe. Si on considère que la Narda est un ensemble de débats intellectuels, on peut dire que les jésuites ont défendu peut-être un aspect qui nous paraît moins sympathique aujourd'hui de la Narda, c'est-à-dire une vision assez conservatrice, très religieuse, pas forcément très libérale de débats intellectuels et de la Narda. Mais la Bibliothèque orientale, et en tout cas les jésuites, tenaient à faire entendre une voix catholique, alors à l'époque extrêmement conservatrice, au sein des débats qui agitaient le monde intellectuel arabe, et notamment à Beyrouth. Qui a sauvé la Nahda? C'est finalement des hommes en soutane. C'est le Père Cheikho qui a sauvé les manuscrits. On a trop dit que l'arabe n'était pas l'apanage des chrétiens d'Orient. En fait, sans le Père Cheikho, une grande partie du patrimoine arabe aurait disparu. Dans la Narda, il y a aussi tout un aspect de traduction, de passage de savoir, et les revues que publiaient les jésuites, notamment Al-Mashrek, jouaient un rôle dans ce domaine, puisqu'en fait le Père Cheikho traduisait ou faisait traduire du français, et donc des revues jésuites de France, des articles qu'il faisait paraître au titre de vulgarisation scientifique, au sein notamment de Al-Mashrek. Et tout ce travail éditorial était, soutenu, étayé par la Bibliothèque orientale, dans laquelle il avait tous les livres qui lui permettaient d'écrire ses articles ou de faire ses traductions. Et par exemple, nous avons évidemment la première encyclopédie Muhit al-Muhit de Boutros el-Bistani qui va être conservée ici, les œuvres de ce qu'on appelle les Nahdawi. Et certainement qu'il y a beaucoup de débats d'idées sur le rôle de la femme, sur l'identité arabe, sur la compatibilité entre la religion et les sciences. Ce débat d'idées se situe autour des 2 pôles culturels et du savoir de la ville, à savoir le Syrian Protestant College, ce qui est devenu plus tard l'Université américaine de Beyrouth, et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. J'ai beaucoup, pour ma part, consulté la presse locale, entre autres, par exemple, le Lisan al-Hal, qui est un des plus anciens journaux en langue arabe publiés à Beyrouth, puisque ça commence à partir de 1877. En fait, c'était un journal qui n'était pas biaisé, qui reprenait en quelque sorte tous les points de vue. Il faut garder à l'esprit qu'à la Bibliothèque orientale, il y a la presse publiée ici et dans la région, mais il y a aussi la presse publiée par les émigrés libanais dans les Amériques, Nord et Sud, par exemple.
Ce sont des trésors de la bibliothèque orientale, c'est-à-dire des documents que renferme la bibliothèque, notamment toute une collection de presse qui sont très précieuses aujourd'hui. Donc on voit des journaux. Alors il y a des journaux des jésuites, comme Al-Bashir. Al-Bashir a été fondé en 1870. Et dans Al-Bashir, il y a beaucoup d'articles polémiques sur des questions. Par exemple, il y a eu des polémiques sur la présence missionnaire, sur la présence catholique. Ils ont été attaqués par des journaux qui défendaient plus l'Empire ottoman comme un empire musulman. Donc il y a des articles polémiques et puis il y a des articles de fond, et notamment de théologie. Ces périodiques, ils sont très importants pour l'histoire du Liban et du Proche-Orient parce qu'ils constituent une source extraordinaire pour connaître la vie des populations à des périodes où finalement les sources écrites ne sont pas si importantes. Et comme ce sont des périodiques locaux, on peut penser que c'est quand même une partie de la population locale qui s'exprime et pas simplement des Occidentaux qui regardent et qui décrivent la population locale. Donc de ce point de vue-là, ils constituent une source extrêmement précieuse pour les historiens. Et c'est pour ça que l'on ne peut que se réjouir qu'il existe des collections complètes comme celle de la Bibliothèque orientale de Beyrouth. Je suis chercheur, je dirige un projet de recherche sur le développement de l'art au deuxième moitié du XXe siècle. Ça s'appelle Lawha, Lebanon's Artwork at Home and Abroad. Et ce que m'a amené à la Bibliothèque orientale principalement pour la recherche de Lawha, c'était ce journal-là, à Safa. Alors j'ai regardé toutes les bibliothèques à Beyrouth, au Liban, et le seul endroit où ça se trouvait, c'était ici, à la Bibliothèque orientale. Alors, As-Safa a été un journal fondé en 1972 par l'homme d'affaires Antoine Camours. C'était très riche en pages culturelles. Les journalistes étaient très libres de s'exprimer, de choisir les sujets qu'ils voulaient couvrir. C'est Etel Adnan, la poète et l'artiste, qui était responsable des pages culturelles. Et il y a toute la collection de As-Safa qui a commencé le 11 juillet 1972. Et ici, on voit un peu l'importance du journal aussi, parce qu'on voit un peu tous les gens qui ont écrit pour As-Safa. Il y avait Joseph Talab qui avait une colonne sur une revue des expositions. Il y a Jocelyne Saab qui a écrit sur le cinéma. Il y a Camille Aboussouane qui a écrit des éditoriaux. Ça existait seulement 2 ans. Ça a arrêté en avril 1974. On voit toute la vie culturelle qui était très riche, mais en même temps, on voit tous les problèmes qui étaient là. Ce lieu de recherche, de travail, d'échange a été fait quand même dans les difficultés. La difficulté la plus grave, ça a été pendant la guerre 14-18, où, comme c'était une propriété française, les Turcs, les Ottomans l'ont saisi. La Grande Guerre, comme on l'appelle, entre 14 et 18, a une histoire particulière avec le Liban. Vous la connaissez sans doute, l'histoire de la Grande Famine. Le Liban va connaître des moments très difficiles, et particulièrement l'Université Saint-Joseph. Il faut garder en tête que pendant la Première Guerre mondiale, tous les bâtiments de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth ont été réquisitionnés par l'armée ottomane et le pouvoir ottoman, sauf la Bibliothèque orientale. Pourquoi elle a été sauvée? Elle a été sauvée de cela à cause de ses collections, parce que les ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, les ambassadeurs d'Allemagne, les consuls aussi des États-Unis et des chercheurs ottomans, comme un certain Hussein Kazem, qui était venu s'installer à Beyrouth en 1913 et qui était devenu un grand ami des jésuites et de la Bibliothèque orientale, sont intervenus pour la Bibliothèque orientale.
Et lui, Cheikho, va être presque le seul à avoir l'autorisation, enfin le seul à pouvoir rester à la bibliothèque. Il se réveillait pratiquement à 3 heures du matin tous les jours et il restait dans la bibliothèque toute la journée. En fait, la première bibliothèque est créée dans le cadre de l'Université Saint-Joseph, donc dans le bâtiment de l'Université Saint-Joseph. Et en fait, ce sont les jésuites comme professeurs et comme intellectuels qui se dotent d'une bibliothèque pour pouvoir travailler. Cette première collection, cette première bibliothèque existe avant la construction de ce bâtiment. Ce bâtiment, il va être construit dans les années 30. Rogatien de Sidrac va concevoir ce bâtiment dans un style néo-roman qui est assez particulier, avec l'idée de sacraliser les savoirs et donc de les placer dans une sorte d'écrin en pierre qui les protège aussi à la fois de la lumière. Ce style historiciste est très éclectique et très particulier de l'architecture du mandat français et d'un pays à la quête d'un style architectural pour ses bâtiments publics. Donc c'est dans ce contexte-là que cette bibliothèque va naître, avec une particularité très importante, l'accessibilité. Sa porte donne directement sur l'espace public, il suffit de la pousser pour découvrir les trésors qui s'y trouvent. On est dans la salle de lecture, donc une des pièces maîtresses de l'architecture de Rogatien de Sidrac, et au centre de cette salle, ce très joli panneau décoratif qui porte un des 99 noms de Dieu, Ya Fattah, et qui est rédigé dans un style mir'at qui est très typique de la fin de l'Empire ottoman. Après, un autre élément majeur de la salle, ce sont ces jolis meubles en art déco, aussi conçus par Rogatien de Sidrac. Et encore un autre élément art déco, ce sont les très jolies balustrades du niveau supérieur dans lequel les livres sont présentés. Et enfin, cette très jolie vitrine qui servait au départ pour la présentation des nouvelles acquisitions de la bibliothèque et qui, depuis une année, est devenue un espace d'exposition dans lequel les musées et les galeries de la ville présentent les travaux des artistes à la fois libanais et étrangers. من المخطوطات نحن مجموعة كبيرة، نحن مجموعة تعد أكبر مجموعة بالشرق عن النساخ المسيحية العرب. مجموعة بتضم 3700 مخطوط، المواضيع منوعة بس أغلبيتها بالعربي، وأقدم مخطوط بعود للقرن التاسع لنوصل للقرن العشرين. أقدم مخطوط بالمجموعة هو الكتاب المقدس مكتوب بالخط السرياني الشرقي سترنجيلي، مقدم إلى أبونا لويس شيخو سنة 1895 خلال سفرته إلى العراق. إيليا ميناس هو مطران كلداني. فرادت هيدا المخطوط أنه مكتوب كله على جلد مش على ورق، وبالتالي عنا ببعض مطارح صعوبة إنه نفتح المخطوط لأنه مرق بظروف صعبة يلي بتبين على بعض أوراقه هي نوع من آثار حريق أو اقتطاع لبعض أجزاء من الجلد. المخطوط الثاني اللي نقيناه هو كتاب مقدس باللغة العربية. جمال هيدا المخطوط انه بيحمل تصاوير، والخطاط يلي قام بنسخ هيدا الكتاب المقدس هو يوسف المصور الحلبي، وبالتالي هيدا المخطوط جاي من حلب.
عم نحكي نحن بمخطوط من حوالي سنة 1649 يلي خضع لعملية ترميم مؤخراً تنحافظ على جمالية النص والخط بذات الوقت. كونه أغلب المجموعات مثل المانوسكري ومثل الكتب القديمة الموجودة عنا ما فينا نستعمل سكانر، نضطر نستعمل الكاميرا والفلاشات بشكل ما يدقوا بالكتاب. منصور الكتاب من أوله لآخره مع الترانش كلهم لحتى نقدر نحافظ على الكتاب أو المخطوط اللي عنا، بنخليه هو فيزيك مضبوب وبنلجأ للنيوميريك للشرشري. La numérisation offre une excellente solution parce qu'elle permet de conserver le support physique et en même temps de le rendre consultable. Ce contenu doit avoir du sens pour des gens, pour une communauté. Il ne suffit pas simplement de le rassembler. Parce qu'il y a une très grande différence entre la mise en ligne des documents et leur accessibilité. On peut mettre plein de choses en ligne tout à fait gratuites, encore faut-il que les gens puissent les trouver. En tant que bibliothèque patrimoniale, notre rôle est de sauver évidemment le livre en papier, mais notre rôle n'est pas de fétichiser le livre en papier comme objet. Tant que l'état du livre le permet, il faut que ce livre puisse être consulté, presque consommé par son lecteur. Et quand je dis cela, je pense à une très belle photo de nos collections photographiques qui montre Georges Hadé en train de mordre un livre. Et c'est une très belle image de penser la bibliothèque comme un garde-manger auquel on s'adresse quand on a faim. Les fonds photographiques qui sont conservés à la Bibliothèque orientale, qui sont parmi les fonds les plus importants du Proche-Orient, avec peut-être ceux de l'école biblique de Jérusalem et quelques autres, et qui ont le mérite de retracer à la fois une histoire de la photographie, une histoire de l'archéologie, une histoire de l'ensemble de la région. La photographie est une pratique assez précoce chez les jésuites, puisque les premières photos datent de 1865. Elles ont été prises par deux pères jésuites qui, partis de Razir, traversent le mont Liban pour explorer les ruines antiques de la Béka. La deuxième étape date de 1888. Encore une fois, deux pères jésuites font un très long voyage de Beyrouth jusqu'à la Syrie du Nord pour explorer les ruines chrétiennes de la région.
Autour de 1900, la photographie devient une pratique courante avec l'arrivée de plusieurs photographes talentueux jésuites, Henri Lamens, Gérard de Martin-Pré, Paul Soulerin, Sébastien Ronsval, René Moutarde et surtout Antoine Poidbar, dont les archives constituent un peu le noyau de notre photothèque. Rien que le fonds Poidbar représente quelques 20 000 clichés sur l'invention de la photographie aérienne en Syrie et au Liban. C'est grâce à l'avion qu'il a fait des explorations dans la steppe de Syrie vers l'Euphrate et aussi des recherches sur les ports phéniciens de Tyr et de Sidon. J'ai un attachement particulier à un autre père jésuite assez atypique qui a ouvert des petites écoles dans la montagne libanaise qu'il visitait régulièrement et il prenait des photos de ses enfants. Cette photothèque possède des fonds photographiques très rares parce que ce sont des corpus complets. Un corpus complet pour nous, c'est vraiment tout le studio d'un photographe. Les négatifs, les positifs, les manuscrits, ses albums, ses annotations, les factures et même les appareils photographiques. Et c'est pour ça que maintenant, il faut vraiment le protéger pour pouvoir l'utiliser sans l'abîmer. Nous sommes venus au Liban parce que nous sommes originaires du Liban et nous faisions la visite de la bibliothèque orientale des Jésuites à Beyrouth. Et un jour, nous avons vu dans une pièce sombre un énorme tas de photos anciennes et nous avons voulu créer une photothèque de la bibliothèque orientale qui allait nettoyer, préserver, scanner et numériser toutes ces photos. Voilà comment a eu lieu la création de cette photothèque qui a été inaugurée en 2016. Et à partir de ce moment-là, le travail a commencé, à la fois pour avoir des lieux de restauration des ouvrages au Liban, et puis ce travail aussi d'accompagnement dans l'effort de restauration et de classement des fonds que fait la Bibliothèque orientale. Ces photographies, lorsque je suis arrivé, étaient fortement gondolées. Il y avait des plissures, des gondolements de forte amplitude, des ondulations, si vous voulez, qui empêchent finalement une prise de vue correcte, une numérisation, une digitalisation correcte. Et donc il fallait pour moi aussi assurer un maintien à plat de ces photographies, et donc ça passait par le biais de la restauration. Voilà, j'humidifie, je trempe dans l'eau, dans une eau à température ambiante, un peu tiède, pour ramollir le carton de support, pour pouvoir le délaminer et l'enlever. Donc là, je délamine chaque couche de carton afin de sécuriser le geste. Éplucher en quelque sorte, comme si on épluchait un légume. Donc voilà, donc Marina a fini l'épluchage du carton de mauvaise qualité. L'étape finale consistera à fixer cette bande supérieure avec soit un autre papier japonais, soit un Filmoplast P90, voilà, qui permettra, le cas échéant, d'être enlevé un jour si on souhaite de changer de passe-partout. Non, c'est là, c'est quel numéro? J'aimerais bien voir. 407. Là, avec Marina, on est en train d'ouvrir une boîte nouvelle, qui est la boîte 407, donc toujours de la collection du Père Poidbar. On va constater tous les lots de tirage qui sont contenus dans cette boîte. Et ça, ce sont ces chers nuages. Oui.
Alors aujourd'hui, en fait, on applique exactement le protocole du chantier de collection, c'est-à-dire qu'on sort les photographies de leur boîte ancienne, où elles étaient en vrac, parfois mélangées avec des pochettes, où on a des négatifs, des positifs, des supports souples, des plaques de verre, et donc on va trier, faire un tri, et ce tri, en fait, on va rentrer dans la base de données toutes les informations de chaque lot, que ensuite on va les dépoussiérer, les objets, on va dépoussiérer les objets un à un, éventuellement les nettoyer, le nettoyage étant plus profond que le dépoussiérage, et donc là c'est déjà plus ce qu'on pourrait appeler de la restauration curative, et ensuite on va les reconditionner dans des pochettes et des boîtes de conservation. Si vous ne gardez pas les originaux et si vous ne gardez pas ce qu'on va appeler nous la collection physique, historique, patrimonial, vous perdez votre trésor. Votre trésor, c'est la collection physique. Maintenant, la numérisation pour nous, elle sert à diffuser une information pour les chercheurs, encore une fois les archéologues, les sociologues, les ethnologues, et c'est formidable, les scientifiques ou les chercheurs, mais la personne qui va s'intéresser à l'histoire de la photographie, le spécialiste de la photographie étant un médium à part entière, et pas des moindres dans l'histoire de l'humanité récente, il va avoir recours à l'original. تواصلنا مع عائلة منير أبو دبس بإطار مشروع بحث حول أرشيف المسرح اللبناني بشكل عام أكثر، فبطبيعة الحال توجهنا لأب المسرح اللبناني منير أبو دبس. الأرشيف بضم حوالي 1500 صورة، معظمهم من الفترة الذهبية أي فترة مهرجانات بعلبك بين ال60 وال70. بضم كمان مجموعة فيديوهات وبضم مجموعة كبيرة من المخطوطات لترجمات أعمال مسرحية عالمية هو أخرجها. دراسة هالأرشيف مش بس إنه بننظر لها كأنه هي شيء من الماضي، إنما بننظر لها كأنه شيء بعده اليوم عم يتفاعل مع المشهد المسرحي اليوم. إنشاء هالمجموعة بالمكتبة الشرقية هو يكون عندنا نظرة شبه شاملة حول المسرح اللبناني وتاريخه. كان نزولنا الأول إلى بيروت كطلاب جامعة من الجنوب. دخلنا إلى المكتبة أذكر تماما برهبة كاملة. تعرفت بالمكتبة هون على مجموعة باحثين بغير جامعات ومن غير مناطق وغير لبنانيين. هذا الغنى الثقافي، التبادل الثقافي مع هذه الجماعات أثرى الأعمال، أثرى الثقافة. فيعني هذه تضاف إلى عطاءات المكتبة، أنه تعطيك كتاب وتعطيك كمان معه باحث، تتبادلوا انتوا بالأبحاث، تتبادلوا انتوا بالأجواء الثقافية بكل شيء ممكن يكون. Écoutez, d'abord, quand je viens ici, à chaque fois, j'ai le sentiment de retrouver les grands anciens. J'entends par là le père Henri Lamince et le père Cheikho. Je pense aussi au doyen Fouad Fram el-Besteni qui a passé pas mal de temps ici à compulser les bouquins. Ce sont des érudits comme on n'en fait plus, qui s'étaient donné corps et âme à leur travail. Pendant la guerre, la bibliothèque est située sur la ligne de démarcation. Et la rue, il y avait des containers. Il fallait passer entre les containers. Je ne vous cache pas que j'avais assez peur de venir, surtout qu'il y avait des francs-tireurs qui tiraient sur la rue ici. Et puis aussi, il y avait des sacs de sable de l'autre côté et dans les magasins qui bouchaient
toute luminosité et tout accès parce que les francs-tireurs s'amusaient à tirer sur tout ce qui bougeait dans les magasins des livres. Mais les élèves et les chercheurs venaient souvent à la bibliothèque et on avait parfois jusqu'à 50 élèves qui venaient. L'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 a été dramatique pour le Liban et ces résultats ont aussi été très graves sur l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et sur la Bibliothèque orientale. La Bibliothèque orientale a eu des dommages extrêmement conséquents. Et les collections elles-mêmes aussi ont eu bien sûr beaucoup de vitres, etc., mais n'ont pas été directement affectées. Très vite après le drame, l'université a mis en place une équipe dont je faisais partie pour essayer d'abord d'évaluer les dégâts et ensuite de voir comment mener la réhabilitation. Il me semble que la bibliothèque orientale devrait être plus présente dans la vie intellectuelle et dans la vie sociale. La bibliothèque peut très bien organiser des colloques sur certains sujets, des conférences même. Je peux ajouter des débats aussi, même des soutenances de thèse. Donc, de cette façon-là, la bibliothèque orientale sera mieux connue et sera plus présente sur le terrain du Liban. Avec la situation très instable au Liban, la bibliothèque risque l'isolement. Pour contrer cela, ce qu'on fait, c'est diversifier nos activités et donc, tout en restant centré sur nos collections et sur la recherche, cette bibliothèque devient aussi un centre de conservation du livre, une salle de classe quand les écoles nous visitent et aussi un espace d'exposition et d'expression artistique pour les artistes libanais et de l'étranger. Donc tout cela fait que le lieu est ravivé, le génie du lieu est en quelque sorte réveillé et toute une communauté autour du lieu est en train d'être ravivée, une communauté très diverse qui comprend aussi des artistes, des designers, des curateurs. Je suis consultant pour la photothèque auprès de la bibliothèque. La photothèque qui a comme rôle de conserver, de préserver des fonds conséquents, 250 000 photos, et de les rendre publics, accessibles au public. Et puis la partie réflexion, exposition, questionnement des fonds et dialogue avec nos fonds, qui ferait partie des expos ponctuels dans cette salle d'expo ou ailleurs. الحديث عن المكتبة يبدو وكأنه حديث عن زمن ضائع أو زمن على طريق الضياع. بخاصة حالياً نحن ماشيين صوب المعلوماتية. لهذا السبب طاولات القديمة بالمكتبة، الأثاث القديم في المكتبة جزء من بنية المكتبة وجزء من ذاكرة الثقافة بالبلد. وعندي اقتراح أن تحمل كل طاولة اسم موظف تقاعد، كل رف من رفوف الكتب، كل غرفة من الغرف اسم موظف تقاعد ومر بالمكتبة. هذا حق علينا لأنه هن ساهموا بأبحاث كل شخص.